Destambe Michael, Prévost Pascal, Tégérizo Julie, Ruet Fabien, Rouen Laurence, Bonamy Jean-Claude, Thérault Michel, Roche Maryse, Blandin Francis représenté par Jean-Louis Introvigne, Laroche Catherine donne pouvoir à Thierry Roy-Pétou, Fort Jean-Pierre, Bail Josie donne pouvoir à Jonathan Priolo, David Bordier Christophe donne pouvoir à Alain Banquier, Kerdraon Joël donne pouvoir à Stéphane Fradin, Vergnol Patrick, Gouze Didier donne pouvoir à Francis Blandin, Delfieux Michel donne pouvoir à Roland Fray, Capuran Didier, François Christine, Prola Éric donne pouvoir à Jean-Pierre Caz, Puy-Poncher Philippe, Malga Florence, Mamès Luc, Simonet Jacqueline donne pouvoir à Christine François, Potron Marie-Lise donne pouvoir à Florence Malga, Moltan Marjorie, Andrieux Marie-Claude donne pouvoir à Laurence Rouen, Frêle Lionel donne pouvoir à Julie Tégérizo, Scotty Marie-Hélène donne pouvoir à Michael Destambe, Bassi Georges donne pouvoir à Pascal Prévost, Fradin Stéphane, Benfedoul Adib, Castin Anthony, Trapi Gérald, Serra Ogbona Marion, Braco Céline, Guichard Emmanuel, Lougra Cédric, Leyman Hélène, Weinberg Joaquina présente, Fauvel Paul, Gandono Corinne donne pouvoir à Gérald de Trapi, Lebert Stéphane, Banquet Alain, Arnouille Catherine, Isus Joël donne pouvoir à Joaquina Weinberg, Lacambe Lionel. Merci Joaquina. Je vais tout de suite remercier Monsieur le maire Duflay, que j'ai pile en face de moi, Monsieur Lacombe, pour nous avoir invités à faire ce conseil communautaire ici, dans cette belle salle Duflay. Si tu veux dire un mot d'accueil, Lionel, tu ne te prives pas. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir fait la démarche de venir au Flay. Je remercie le président d'avoir accepté cette demande. Et je suis très heureux, ainsi que le conseil municipal du Flay. Tout le monde est très heureux de vous recevoir. Merci Lionel. Je vais vous proposer Olivier Dupuis comme secrétaire de séance. Je voulais, avant de rentrer un petit peu dans cette séance et faire approuver le procès verbal, qu'on puisse se lever, parce qu'on a notre collègue Catherine Laroche qui a perdu son mari la semaine dernière, et c'est aussi sûrement pour ça qu'elle n'est pas là ce soir. Donc je vous demande de vous lever, qu'on observe une minute de silence en hommage à son mari. Merci. Je dois vous faire approuver le procès verbal de la séance du 25 septembre. Pas d'objection, pas de prise de parole, merci. Et puis, vous faire approuver aussi l'ordre du jour de la séance. Y a-t-il des remarques, des objections? Il n'y en a pas. On va pouvoir rentrer dans ce conseil communautaire. Comme on a pris un petit peu l'habitude lors du précédent conseil communautaire, à chaque fois on présentera un sujet un petit peu pour imager, illustrer un peu ce qui se passe dans les coulisses, un petit peu dans les projets communautaires. Et ce soir, il s'agit d'une présentation de la scénographie Cyrano, qui est sur le point dont les travaux sont sur le point de débuter. Et je vais demander à Élise Joseph de nous présenter ce dossier. Merci. Merci.
Alors effectivement, les travaux ont démarré pas plus tard que ce matin. Je vais vous faire une présentation à partir d'un film en 3 dimensions que je vais vous commenter pour que vous puissiez imaginer au mieux à quoi va ressembler cette scénographie. Alors le début du parcours, il se fait en bas des escaliers au niveau du bar à vin à Quai Cyrano. C'est une espèce de préparation à la visite qu'on vous fait avec un accompagnement sonore. Le visiteur va pouvoir entendre des bruits du public, ceux qu'on peut entendre juste avant qu'une pièce de théâtre commence. Et on va se trouver en fait dans un espace de transition. Il faut que tu lances le... Voilà. Donc voilà, on va monter les marches. C'est un peu long. Donc là, vous aurez des figures sur les murs. Donc on vous prépare au parcours. Donc ensuite, on arrive sur le palier. Donc là, vous avez une grande tenture qui va vous présenter l'affiche de la pièce qui va se jouer, donc Cyrano de Bergerac. Alors on est au 21e siècle, hein, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc vas-y. Donc là, c'est là justement où les travaux ont commencé. Juste ici, jusqu'à présent, il y avait des toilettes. Donc là, sur la droite. Vas-y, avance. Donc tout ça a été détruit ce matin et ça sera le point de contrôle. Voilà, ici vous aurez un tourniquet, un petit peu comme dans le métro. En fait, vous montrerez votre ticket, votre billet que vous aurez acheté au rez-de-chaussée ou bien en ligne. Et donc vous aurez une ouverture du portique sur présentation du billet qui aura donc un QR code. Alors, si les travaux ont commencé aujourd'hui, c'est des travaux purement physiques, hein, de destruction et puis de reconstruction d'une entrée. Tout ce travail intellectuel autour de la scénographie a, lui, commencé depuis pas mal de temps. Tout ce travail autour du scénario de visite, ça fait des mois et des mois que c'est en cours. Donc, le fil conducteur du parcours, il va s'appuyer sur 3 thématiques. Donc, la pièce de Rostand, mais également le théâtre. Les réponses aux questions qu'on peut se poser quand on monte une pièce, quels sont les différents métiers du théâtre, comment ça se passe en coulisses, vont pouvoir vous être données. Et comme Cyrano est un personnage vivant au XVIIe siècle, le XVIIe siècle sera aussi largement évoqué. Donc à partir de ces 3 thématiques, la pièce, le théâtre et le XVIIe siècle, on va pouvoir ouvrir une multitude de tiroirs. Par exemple, Rostand, Savinien, les grands acteurs qui ont joué Cyrano, la science-fiction, le duel, les cadets de Gascogne. Voilà, tous ces tiroirs, ils vont pouvoir être tirés et abordés tout au long du parcours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que durant tout le projet, il y a une petite musique qui a accompagné le muséographe, le scénographe et le commissaire d'exposition, à savoir qu'il était important de plonger le visiteur dans l'univers de Cyrano, mais sans jamais l'étouffer. Donc, pas question de sortir de là avec une overdose de Cyrano, mais l'impression d'avoir vécu une expérience de Cyrano. C'est ça qui a conduit le scénario du parcours. Donc, quand on va passer le portique, on va vous expliquer comment on va suivre tout au long de la visite un jeune acteur à qui le rôle a été confié. Voilà, donc on va rentrer dans le premier espace. Donc, ce fameux... comédien est donc pressenti, il doit passer un casting. Donc c'est ici une projection qui vous est proposée. Le but est de montrer sur quelle base, sur quels critères sont choisis les comédiens. Donc vous allez retrouver beaucoup de tentures en velours pour reprendre un petit peu l'idée de la boîte noire du théâtre. Donc là, cet espace, il va permettre une rencontre entre un comédien et une pièce extraordinaire. Donc c'est le premier contact que le visiteur va avoir avec le parcours. La durée estimée sur cet espace est environ 12 minutes. Donc là, on arrive dans le deuxième espace. On comprend donc que notre comédien a été retenu pour le rôle et il va commencer à se transformer en Cyrano. Donc là, on va découvrir les différents métiers qu'on peut retrouver au théâtre, les maquilleurs, costumiers, décorateurs, mais également les personnages de la pièce, le pitch, à partir donc des tables de maquillage qui seront là, mais en fait, ce sera des fausses tables de maquillage, ce sera en fait des tables multimédia tactiles. Donc là, le visiteur, il va se retrouver dans les coulisses d'une pièce. Et donc, c'est dans cet espace qu'est abordé le premier acte de la pièce, l'hôtel de Bourgogne, qui va constituer les éléments de décor. Cyrano, ici, est un personnage public, le bagarreur, le hâbleur, le provocateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque
acte de la pièce, on peut aborder un trait de caractère du personnage. La thématique du combat à l'épée sera ici particulièrement évoquée, avec notamment le combat de la porte de Nesle. Voilà. Vous voyez l'étape de maquillage. Voilà, donc on se retrouve dans les coulisses. Là, à peu près, la durée du parcours, sur cet espace, est estimée à 10 minutes. Vas-y. Donc le troisième espace, donc c'est celui de la rôtisserie Draguenau. Donc le visiteur, cette fois, est sur scène avec les acteurs. Voilà. Beaucoup d'animations qui vont être proposées, des odoramas, car au XVIIe siècle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une mutation gastronomique, puisque c'est la naissance de la grande gastronomie française. Dans l'œuvre de Cyrano, il y a pas moins de 200 allusions à la cuisine qui sont répertoriées. Donc un espace très chargé en décor. Il y aura 3 écrans pour des interactions entre les 3 personnages. Le Cyrano, Roxane et Christian. Donc là, le visiteur va comprendre l'enjeu du triangle amoureux qui structure la pièce. Et Cyrano, cette fois, c'est le caractère du tendre idéaliste qui est présenté. La durée estimée à peu près de cet espace est de 10 minutes 30. Le 4e espace. Donc là, on arrive sur la scène du balcon. Le 3e acte de la pièce, qui précise donc cette supercherie autour de laquelle la pièce est construite. Alors le visiteur, là, il n'est plus sur la scène, il est dans la salle. Il joue le rôle du public dans un décor de théâtre à l'italienne. Cyrano, lui, se trouve juste derrière lui, dans le rôle de celui qui souffle à Christian les belles paroles déclamées à Roxane. Donc ici, c'est le poète, le maître des mots qui sera abordé. Alors, dans cet espace, qui est en fait scindé en 2 zones bien distinctes, c'est aussi l'occasion de parler du poète libre-penseur Hercule Savinien de Cyrano, qui a inspiré Rostand. Donc, on va évoquer ses œuvres littéraires, ses inventions, qui le désignent souvent comme le précurseur des romans de science-fiction. D'ailleurs, dans le marché qui a constitué la scénographie, il y a un lot qui est spécifique à la réalisation de 3 maquettes. Ce sont des machines imaginaires que l'entreprise qui a été retenue doit inventer sur les bases du texte de Savinien, mais avec aussi les échanges entre le muséographe et le commissaire d'exposition. Alors, on a pris le parti d'inventer des machines et pas de reproduire des machines de Savinien pour ne pas avoir de problème de droit avec les créateurs de machines de Cyrano déjà existantes. Donc, ça sera des machines inventées. Donc là, la durée estimée de la visite sur cet espace est de 9 minutes. Le 5e espace, donc là, c'est le 4e acte de la pièce, les cadets de Gascogne au siège d'Arras. Donc là, le combat des mousquetaires, les Français contre les Espagnols. Là, il faut avancer parce qu'on est sur la partie qui va parler de Savinien, de Cyrano. Voilà, je vais un peu plus vite que la musique. Pardon. Donc voilà, on arrive au 5e espace, donc c'est bon. Le siège d'Arras, donc les Français contre les Espagnols. Donc ici, le Cyrano est présenté comme le combattant valeureux. On est dans un décor de guerre. Vous avez une tente, un camp militaire. Donc là, l'idée du scénographe, c'est, comme il le dit lui-même, d'envoyer du bois. Il s'agit de faire un vrai show. Il y aura un film qui sera projeté. Donc là, le temps passé sur cet espace est estimé à 13 minutes. Voilà, donc vous voyez un petit peu ce décor de camp militaire. Donc le 6e espace. Voilà, on y arrive. Le 5e acte, ou la mort de Cyrano. Donc après, justement, la violence de l'espace qui précède, le visiteur est cette fois plongé dans l'atmosphère autrement plus calme d'un cloître, et il va observer le triste dénouement de la pièce. Donc là, on a un diaporama animé dans un décor de cloître du XVIIe siècle, ce qui tombe bien, puisque le cloître des Récollets est également du XVIIe siècle. Donc ici, Cyrano, c'est l'amoureux tragique, l'homme de panache. Donc la durée estimée sur cet espace, c'est 5 minutes. Donc là, on arrive sur le 7e et dernier espace. Donc là, c'est l'épilogue du parcours. Donc là, le visiteur va quitter la diégèse de la pièce, c'est-à-dire l'espace-temps dans lequel se déroule le récit. Il va conclure son expérience
dans un petit bureau qui ne sera pas sans rappeler celui de Rostand, pour s'attarder en fait sur le succès phénoménal de la pièce, la pièce la plus jouée du répertoire français. On va retrouver des affiches du monde entier, des portraits d'acteurs qui ont joué Cyrano, des critiques dithyrambiques, tout ça sur les murs de l'espace. Donc là, la durée est beaucoup plus courte, est estimée à moins de 5 minutes. Donc tous ces temps additionnés nous permettent d'estimer la visite sur une moyenne d'une bonne heure. Voilà. Alors on pourra évidemment y rester moins longtemps, mais on pourra rester jusqu'à environ 1h30 maximum. Donc là, voilà, la visite se finit. Donc, vous voyez, il y a une porte sur la droite. Cette porte, en fait, elle va donner accès à la galerie du cloître. Donc c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour ceux qui auront pris le billet, puisque c'est ressortir par la galerie et donc voir le cloître depuis cette galerie. On appelle ça la petite cerise parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été ouvert au public. Donc beaucoup de gens auraient aimé jusqu'à présent pouvoir y monter. Ça sera chose possible à partir donc du 15 juin. On espère pouvoir... normalement, l'ouverture est prévue le 15 juin, mais normalement, le timing est bon. Donc là, on vous fait une petite vue d'en haut. Vous voyez un petit peu tous les espaces qui se succèdent. Donc voilà, j'en ai fini. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir. Merci beaucoup. Une petite mise en bouche, on va appeler ça comme ça. Et puis, en quelques mois, rendez-vous à Quai Cyrano pour visiter cet espace. Je poursuis assez rapidement pour vous signaler que... Oui, Hélène. Merci. Bonsoir à tous. On avait vu l'escalier au départ, mais l'espace sera accessible aux personnes à mobilité réduite aussi ? Oui, puisque quand on arrive en haut de l'escalier, là où je vous parle de l'affiche, et justement là où commencent les travaux, il y a l'arrivée de l'ascenseur. Voilà, donc effectivement, moi, tout ce qui est PMR, il n'y a aucun souci. Merci de la question. Et du coup, la réponse, je pense, aura rassuré tous les publics. Vous informez que Pascal Prévost donc, a été choisi comme président de la SPL Quai Cyrano. Je la remercie, Pascal, pour remplacer Jean-Jacques. Voilà, donc une information que je vais vous donner. Et puis, je vous propose de rentrer tout de suite dans l'ordre du jour de ce soir qui est conséquent. Et je vais passer tout de suite la parole à notre financier habituel, Jean-Jacques. Oui, merci, Président. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici au Flé. Le premier point ce soir que j'ai à l'ordre du jour à vous présenter, je ne les présenterai pas tous puisqu'il y en a 31 à l'ordre du jour, ça concerne le budget annexe au DSP et donc la clôture du budget de la commune de Gardonne, puisque, rappelez-vous, on avait subdélégué cette compétence eau à la commune de Gardonne. Et donc maintenant, on arrive au dénouement de la clôture définitive de ce budget et de réintégrer les résultats à la communauté d'agglomération. Donc en application de la loi NOTRe, et notamment la disposition relative au transfert obligatoire de la compétence eau aux communautés d'agglomération, la CAB exerce donc cette compétence depuis le 1er janvier 2020. La logique économique d'un SPIC justifie que le résultat lié à la gestion du service provenant des redevances des usagers soit transféré du budget annexe communal, que ce soit des excédents ou du déficit, au nouveau budget gestionnaire afin que celui-ci dispose des moyens suffisants pour la gestion de ce service, l'entretien, le développement du patrimoine et la couverture des frais. Ce transfert doit alors donner lieu à délibération concordante de l'EPCI et des communes concernées. Dans le cadre de la prise de compétence de la communauté d'agglo à partir du 1er janvier 2020, je vous disais, puis de la subdélégation de cette compétence à Gardonne, le budget annexe de l'eau de cette commune a été clôturé fin octobre 2023. Aussi, après concertation entre la commune de Gardonne et l'agglo, il est proposé de procéder au transfert à la CAB en totalité des résultats du budget annexe de l'eau 2023 au vu du tableau 6 juin
et on constate qu'en investissement, nous sommes à un montant de moins 5 994,15 €. En fonctionnement, on est avec un excédent de 162 553,65 €, ce qui nous fait un total positif de 156 559,50 €. Je vous dispense les écritures de titres et de mandats entre la commune et l'agglo. Parallèlement, il appartiendra à la commune de Gardone de prendre une délibération pour la mise en œuvre de ce transfert de résultats. Aussi, il vous est proposé ce soir d'approuver le transfert des résultats budgétaires de la clôture de ce budget annexe 2023 de la commune de Gardone à la CAB, comme défini ci-dessous. Résultat d'exploitation excédentaire de 162 553,65 € et un résultat d'investissement déficitaire, pardon pour la petite coquille, de moins 5 994,15 €. Acté que ce transfert de solde d'exécution de la section de fonctionnement et d'investissement s'effectueront conformément aux écritures arrêtées dans le tableau que je viens de vous présenter. D'accepter que les subventions restant éventuellement à percevoir seront encaissées par la CAB et de dire que le remboursement du FCTVA sur les travaux payés en 2023 seront encaissés par la commune de Gardone et d'inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de ces transferts de résultats susvisés au budget annexe 22 946 au DSP de 2023 de la CAB. Voilà, Président, ce que je pouvais dire sur ce transfert. Merci Jean-Jacques de cette présentation très détaillée. Y a-t-il des questions? Bon, c'est dans la continuité de la prise de compétences. Donc, on avait convenu avec la commune de Gardone que ce budget rejoindrait le syndicat et c'est chose faite comme convenu. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. On continue dans le même sujet avec le transfert des biens immobiliers. Tout à fait, Président. Donc là, maintenant, dans cette compétence transférée, il s'agit de valider la mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers, toujours entre la commune de Gardone et l'agglo. Donc, considérant que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité ou de l'établissement public bénéficiaire des biens meubles ou immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de cette compétence. La mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable au transfert de biens et équipements dans le cadre de l'intercommunalité. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit à la date du transfert des compétences à la collectivité ou au groupement antérieurement compétent. L'article du CGCT dispose ainsi que lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations, découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis, ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses co-contractants. Enfin, la mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les parties. En application de l'article du CGCT, ce PV précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci, le cas échéant. Le procès-verbal de mise à disposition reprend les biens immobiliers, l'inventaire des biens immobiliers qui seront mis à la disposition de la CAB dans le cadre de ce transfert de compétences, ainsi que la liste des emprunts et les résultats comptables repris par la CAB. Ce procès-verbal, je vous précise, est joint en annexe de la présente délibération. Voilà, Président, nous sommes invités à approuver le PV de mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers par la commune de Gardone qui est transférée à la compétence, à l'agglo de Bergerac, au titre de la compétence eau, d'autoriser le Président à signer ce PV et les conventions correspondantes. Des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté l'unanimité. Je vous remercie. Et on va passer à la première DM de ce budget au DSP.
Voilà, tout à fait, Président. Dans la continuité, le point numéro 3 est maintenant d'intégrer ces montants donc de débit et de crédit en investissement et en fonctionnement au niveau de notre budget annexe. C'est la DM numéro 1. Donc, il vous est proposé d'adopter les modifications qui sont présentées dans le tableau ci-dessous. Ces résultats ont pour objet d'ajuster les crédits ouverts en 2023 pour la réalisation des écritures de transfert de résultats du budget annexe précédemment ouvert à la commune de Gardonne pour l'exercice de la compétence qui lui avait été subdéléguée. Et on retrouve donc en recettes de fonctionnement les 162 553 que je vous ai énumérés tout à l'heure. Et on retrouve en dépenses d'investissement au 1068 le moins 5 994,15, ce qui nous donne l'équilibre budgétaire en fonctionnement et investissement sur cette DM. Voilà, Président, nous sommes invités à valider cette DM. Merci Jean-Jacques. Des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Je vais passer la parole un instant au maire du Flé. Il y a 2 voitures qui gênent, je crois. Oui, excusez-moi. Il y a 2 véhicules Citroën C3 de garés devant le portail qui se trouvent à l'arrière de la salle et qui gênent le passage des véhicules. Merci. Donc on poursuit dans les décisions modificatives sur le budget des sardines. C'est la DM numéro 3, Jean-Jacques. Tout à fait. Donc, il vous est proposé ce soir les modifications budgétaires présentées sur le budget annexe des sardines. Et donc, ces écritures ont pour objet d'augmenter les crédits nécessaires à la réalisation de la voirie de desserte, puisque c'est sur cette zone d'activité qu'on a constitué la voirie pour accéder à la caserne du SDIS. Il y a lieu d'augmenter de 50 000 euros pour pouvoir assumer la dépense liée à cette voirie. Merci Jean-Jacques. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. On poursuit avec la création du budget annexe légumerie. Pascal Yabast, tu as la parole. Merci, Président. Par délibération numéro 2023-128 en date du 25 septembre dernier, le Conseil communautaire a acté la création d'un nouveau budget annexe afin de poursuivre la montée en puissance de la légumerie située sur le site de l'Escat à Bergerac. Ce budget annexe retrace les opérations permettant une production, approvisionnement et commercialisation à plus grande échelle dans le cadre d'une exploitation en régie directe de la légumerie. Des explications complémentaires peuvent vous être amenées ce soir. Un document de détail vous a été joint en annexe de la délibération. Les membres du Conseil communautaire sont donc invités à adopter par chapitre de dépenses et de recettes le budget primitif 2023 du budget annexe légumerie, tel que présenté en annexe de la délibération. Y a-t-il des interventions? Oui, Madame Lehmann. Oui, c'est une question sur le tableau du budget annexe. La somme qui concerne les frais de personnel, ça concerne combien de personnes en fait? Alors, nous avions acté le démarrage avec un encadrant et 2 personnels de type agent. D'accord. Et les frais de fonctionnement, tout ce qui est charges courantes, c'est essentiellement l'électricité, l'eau, etc. ou il y a d'autres charges? Alors, ce sont toutes les charges itinérantes au fonctionnement. Il y a de l'assurance qui couvre la légumerie en elle-même, les fluides naturellement. D'accord, merci. Pas d'autres interventions. Bon, c'est une aventure qui va démarrer. On y travaille tous ardemment depuis quelques mois. Donc là, depuis ce matin, je crois, le responsable encadrant est arrivé. Donc voilà, on espère qu'on a pris de nombreux contacts avec des clients potentiels. Donc avec la volonté d'être opérationnel à partir du début de l'année. Pour l'instant, ça fonctionne, mais on est sur un rythme d'une 20aine de tonnes à l'année et il faut qu'on multiplie ce chiffre par 3 à partir de l'année prochaine à minima pour que les choses se passent bien. Mais il y a un groupe de travail qui s'est réuni et on viendra vous voir individuellement pour essayer de vous convaincre de l'intérêt de venir travailler avec cette légumerie. Oui, Hélène ? Ça y est, ça me revient en fait. Justement, les achats de matières premières, ils sont dans les charges de fonctionnement. Je ne les ai pas retrouvés dans le budget.
Si, elles y sont. D'accord. C'est dans... Achat de matières premières, il y a 38 000 euros. Ok, autant pour moi. Exact. 37 500 exactement. D'accord, merci. Voilà, écoutez, avec toutes ces explications, je vais vous proposer de voter. Est-ce que quelqu'un est contre la création de ce budget annexe? S'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Un point plus classique, la refacturation intervenant dans le cadre des compétences transférées, arrêté des comptes 2022. Jean-Jacques, tu as la parole. Oui, tout à fait. Donc, Président, à la suite des transferts de compétences intervenus au cours de l'année 2013, le Conseil communautaire a approuvé par délibération en date du 26 novembre 2013 le montant des attributions de compensation telles qu'elles étaient proposées par le rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT plus savamment appelée. En date du 17 décembre 2018, cette démarche a été revue avec les 11 communes qui ont intégré le périmètre de la CAB. Plusieurs types de situations peuvent induire la nécessité d'opérer en parallèle des attributions de compensation. Ce genre de refacturation de charges concerne la mise à disposition de locaux, le partage de frais, le cas des équipements à affectation multiple, ou bien de la mise à disposition de personnel. Ainsi, vous trouvez dans la liste qui suit les communes concernées. Je vais vous faire la dispense de la lecture. Chaque maire retrouveront l'exactitude des montants et je me cantonnerai à terminer par le tableau qui récapitule l'ensemble des mouvements entre les collectivités concernées et vous avez donc des montants à facturer par les communes à la CAB dans le cadre de la CLECT pour un total de 319 778,39 €. À l'inverse, un montant à facturer par la CAB aux communes concernées pour un montant de 83 975,02 €. En dehors de la CLECT, vous avez des montants que les communes facturent à la CAB pour 56 912,89 € et à l'inverse, la CAB facturera aux communes en dehors de cette CLECT, notamment la commune de Sigoulès et Flaujac, pour 8 464,67 €. Voilà, Président, nous sommes invités à retenir les montants que je viens de vous énumérer en annexe des opérations croisées pour l'exercice budgétaire 2022 et vous autorisez, Président, à émettre les mandats et les titres dans ce sens. Libération classique, on retrouve tous les ans. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. On va parler de la compétence collecte et traitement des déchets. Donc, il s'agit du PV de mise à disposition des biens immobiliers, comme on l'a fait tout à l'heure pour l'eau. Et c'est Marjorie qui nous présente ce dossier. Merci, Président. Vu l'article L5211-5-3 du CGCT, vu l'article L1321-1 et suivant du CGCT, vu les délibérations communautaires numéro 2022-013 en date du 24 janvier 2022 et numéro 2022-193 du 14 décembre 2022, approuvant dans le cadre de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers, la délégation de la collecte des déchets ménagers au SMD3. Considérant les différentes délibérations du Conseil communautaire prises depuis 2013 visant à modifier les statuts de la CAB et la définition de l'intérêt communautaire de certaines compétences, considérant les arrêtés préfectoraux portant modification statutaire et approuvant les extensions de compétences successives exercées par la CAB, et notamment l'arrêté préfectoral numéro 24-2019-04-15-002 portant modification de ses compétences et révision de ses statuts. Considérant que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité ou de l'établissement public bénéficiaire des biens meubles ou immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de cette compétence. En l'application de l'article L5211-17, renvoyant aux articles L1321-1 et suivants du CGCT, la mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable au transfert de biens et équipements dans le cadre de l'intercommunalité. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit à la date du transfert des compétences à la collectivité ou au groupement antérieurement compétent. L'article L1321-2 du CGCT dispose ainsi que lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tout pouvoir de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice en lieu et place du propriétaire.
La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de construction propre à assurer le maintien de l'affectation des biens. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis, ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses concontractants. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité entièrement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux en dotation. En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. Enfin, la mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les parties. En application de l'article L. 1321-1 du CGCT, ce procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci le cas échéant. Le procès-verbal de mise à disposition reprend les biens immobiliers et l'inventaire des biens mobiliers qui seront mis à disposition du SMD3 dans le cadre de ce transfert, ainsi que le cas échéant, la liste des emprunts affectés. Ce procès-verbal est joint en annexe de la présente délibération. Il est proposé aux membres du Conseil communautaire d'approuver le procès-verbal de mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers par la CAB au titre de la compétence collecte dont la gestion est transférée au SMD3 et d'autoriser le président à signer ce procès-verbal et les conventions correspondantes. Merci Marjorie. Y a-t-il des questions, des interventions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit de parler de la DSC communautaire qui va être supprimée en 2024. Non, c'était une blague. Jean-Jacques, Donc la dotation de solidarité communautaire pour 2024, ça m'a fait couper la langue. Par délibération en date du 10 avril 2017, le Conseil communautaire a institué une dotation de solidarité communautaire pour l'ensemble des communes de son territoire. L'enveloppe, le montant de la dotation de solidarité communautaire est librement fixé par le Conseil communautaire et donc je dis que le président proposait de la reconduire à hauteur de 400 000 € pour l'ensemble des 38 communes. Les critères de répartition, donc la dotation de solidarité communautaire, sera répartie entre les communes membres à l'aide des critères suivants: 55% en fonction du potentiel fiscal par habitant, 25% en fonction de l'importance de la population, 10% en fonction de l'effort fiscal et 10% en fonction du revenu par habitant. Les modalités de versement, comme d'habitude, la DSC sera versée en 2 fois aux communes membres, en avril et en octobre, conformément au montant indiqué sur le tableau de répartition joint en annexe. Et donc, les membres du Conseil communautaire sont invités à arrêter cette DSC pour 2024, conformément au tableau qui est joint en annexe. Le maire de Bergerac me disait qu'il n'était pas contre en aparté, donc je referme la parenthèse. Est-ce que quelqu'un est contre cette reconduction de la DSC pour 2024? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va parler de la régie des transports avec une recette très exceptionnelle qui nous est proposée par notre vice-président préféré, Thierry. Oui, merci. On parle de milliers d'euros, là, c'est pas beaucoup. Lors d'un contrôle donc, de la régie, monsieur le ressort municipal a constaté une erreur de caisse de 27 €. Donc, afin de régulariser ces 27 €, il est demandé de créer une recette exceptionnelle de 27 € et une dépense équivalente au même montant. Donc, les membres du Conseil communautaire sont invités à approuver cette proposition. Je vous remercie d'avance. Merci Thierry. On est beaucoup plus riche. C'est même pas pour moi. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Modification des modalités de règlement de la taxe de séjour. C'est Roland Frey qui nous parle de ce dossier. Vu l'article L 2333-26 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2023-064 du 12 avril 2023 instaurant les modalités d'application de la taxe de séjour sur le territoire,
Compte tenu de la mise en place d'un logiciel de déclaration et de facturation spécifique à cette taxe, il convient de modifier les modalités de règlement. Le règlement s'effectuera dorénavant par trimestre et non par semestre. Les autres modalités restent inchangées. Proposition, les membres du Conseil communautaire sont invités à approuver le nouveau règlement de la taxe de séjour. Voilà, Président. Merci, Roland. Y a-t-il des questions? Oui, Anthony. Ça marche, oui. Par rapport à la taxe de séjour, c'est vrai que cette modification, moi, je ne l'approuve pas, tout simplement parce que ça serait bien déjà qu'annuellement, on arrive à collecter cette taxe. C'est-à-dire qu'au moins que les gens la payent. Et aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens de collecter cette taxe qui est pour, je pense, une taxe qui est majoritairement fraudée. Et à mon avis, fraudée à plusieurs titres. Puisque voilà, il y a des problématiques dues aux déclarations. On n'a pas les moyens de vérifier ces déclarations. On a un service qui fait ce qu'il peut, mais à mon avis qui est sous-dimensionné pour la collecte de cette taxe. Et là, on va demander aux hébergeurs de faire une déclaration mensuelle et un paiement trimestriel. Mais moi, je dis déjà une déclaration annuelle et un paiement annuel, ce serait déjà très bien. Voilà. Donc, je voterai contre. D'accord, Anthony, juste une précision. On avance quand même, puisqu'on met en place un logiciel, on a mis une personne de plus au recouvrement de cette taxe. On a prévu le lancement d'une étude justement pour nous accompagner dans un meilleur recouvrement de cette taxe de séjour. On pense quand même néanmoins que la régularité de la déclaration amène un peu plus de précision dans cette déclaration, parce qu'il y a quand même des gens qui font des déclarations annuelles qui sont très suspectes quand même, parce que quand on voit la fréquentation et ce qu'ils déclarent, là, je crois qu'on est complètement d'accord, on est quand même très loin du compte. Donc je pense que quand même, en étant au plus près au niveau calendrier, je suis bon espoir quand même que les choses s'améliorent. Avec ce logiciel aussi, je crois qu'on avance, mais en effet, il faudra aller plus loin, et c'est prévu d'ailleurs, hein, puisque notre responsable des finances en parle souvent. Laurent nous talonne pour qu'on se dote d'un outil plus performant pour aller chercher ça, parce que c'est normal. Il s'agit tout simplement d'une équité de traitement pour l'ensemble des acteurs du tourisme qui doivent contribuer à cet effort. Donc, je l'espère, hein, que effectivement ce nouveau mode de collecte et de déclaration permettra de mieux recouvrir cette taxe. Mais malgré tout, c'est aussi une charge administrative supplémentaire qu'on fait peser sur les hébergeurs. Il ne faut pas l'oublier. C'est clair. D'autres interventions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à la majorité. Merci beaucoup. Il s'agit d'attribuer une subvention à une association de clubs sportifs. C'est Jean-François Jante qui nous rapporte ce dossier. Merci, Monsieur le Président. Vu l'article L 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article L 2311-7 du Code général des collectivités territoriales, clarifiant les règles de versement des subventions et précisant que l'attribution de subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. L'association Jim Kreis, issue de la scission d'un club bergeracois, regroupe 250 adhérents sur 25 communes de l'agglomération, dont 29% sur Bergerac et 10% sur Kreis. Elle bénéficie d'un bâtiment à titre gracieux depuis son origine, mais elle a dû se reloger depuis le 1er septembre dernier, ce qui a généré un surcoût qu'elle ne peut assumer. Afin de l'accompagner de façon transitoire, la CAB souhaite la soutenir afin de lui permettre de trouver une solution de remplacement pérenne. La proposition, les membres du conseil communautaire sont invités à approuver l'attribution d'une subvention de 12 000 € à l'association Jim Kreis. Merci Jean-François. Y a-t-il des interventions? Oui, Hélène? Oui, j'ai juste une question. Donc en fait, la subvention, là, aujourd'hui, elle sert à payer le local dans lequel est hébergée l'association en attendant qu'il trouve un local à titre gracieux, c'est ça? Absolument. Voilà, on est sur un accompagnement temporaire qu'on a fixé de manière définitive au maximum sur 3 ans pour pouvoir justement leur permettre de reconstruire un projet d'hébergement. Parce qu'en fait, le local qui leur était mis à disposition était mis à disposition à titre gracieux, mais a fait besoin crucial à une entreprise pour s'étendre. C'était un bâtiment commercial et artisanal. Et donc, du coup, ils se sont retrouvés très rapidement dehors, sans solution. Et on a opté pour cette proposition.
C'est d'ailleurs eux qui ont fait tous les aménagements à l'intérieur de ce bâtiment pour pouvoir commencer la saison. Ils y sont d'ailleurs déjà. Pas d'autres interventions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. On va parler personnel communautaire avec une modification du tableau des effectifs. Pascal Delteil. Oui, donc il s'agit d'une modification du tableau des effectifs à compter du 1er décembre 2023. Donc les principales modifications sont les suivantes. Donc des départs en retraite de 2 auxiliaires de puéricultrices classe supérieure à temps complet et à la crème Tompouce, et d'un agent de maîtrise principal à temps complet au service infrastructure, d'un ingénieur en chef à temps complet au service voirie, d'un adjoint d'animation principale première classe à temps complet à la crèche de Razac de Saussignac et d'un adjoint administratif principal de première classe à temps complet à la crèche Tompouce. Un départ en disponibilité d'un adjoint d'animation, un décès d'un assistant socio-éducatif, un départ par voie de mutation d'un ingénieur, la fin de détachement d'un ingénieur principal, la fin d'un contrat d'apprentissage à l'Aqualude, l'arrivée par voie de mutation d'un attaché principal, l'arrivée par voie de mutation d'un administrateur général, arrivée par voie de mutation d'une auxiliaire de puéricultrice, arrivée par voie de mutation d'un animateur à temps complet au service économie, arrivée par voie de mutation d'un auxiliaire de puéricultrice, de puériculture, arrivée par voie de mutation d'un adjoint technique principal 2e classe, arrivée d'un ingénieur contractuel sur emploi permanent à temps complet, la réintégration après congé parental d'une auxiliaire de puériculture et la création de postes faisant suite aux avancements et grades de promotion interne et nomination suite aux concours et examens professionnels. Les suppressions de postes interviendront en même temps que la nomination des agents. Le tableau des effectifs et emplois stagiaires, titulaires et contractuels permanents est joint en annexe de cette proposition. Les membres du Conseil communautaire sont invités à approuver le tableau des effectifs tel que présenté en annexe à compter du 1er décembre 2023. Merci Pascal. Comme à l'accoutumée, je me déporterai du vote ce soir pour les questions de personnel, comme toujours. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Il n'y en a pas. Écoutez, Pascal, tu as été très clair. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Il s'agit, dans le point numéro 13, d'une demande d'agrément au titre de l'engagement de service civique. Pascal, tu gardes la parole. Oui, il s'agit d'une demande d'agrément au titre de l'engagement de service civique. Ces demandes d'agrément sont faites pour 2 ans et un agrément donc est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et la capacité des structures à assurer l'accompagnement et à prendre en charge les volontaires. Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l'État aux volontaires ainsi qu'à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d'accueil. Il est chargé de préparer et d'accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. Donc, les membres du Conseil communautaire sont invités à donner un accord de principe à l'accueil des jeunes en service civique volontaire avec démarrage dès que possible après agrément. Autoriser le président à déposer un dossier de demande d'agrément au titre de l'engagement dans le dispositif du service civique auprès de la Direction régionale de la jeunesse et sport et de la cohésion sociale. Autoriser la formalisation de missions et autoriser le président à signer les contrats d'engagement de service civique avec les volontaires tels que définis par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d'application. Merci Pascal. Y a-t-il des interventions? Oui, Hélène? Sur quels services vont être positionnés? Vous avez déjà une petite idée de où vont être positionnés ces services civiques? On me dit la ludothèque. D'autres interventions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Il s'agit de la signature de convention avec le conseil départemental portant sur l'aide au fonctionnement de l'aire d'accueil des Gilets. Fatia, tu as la parole. Merci, Président. Ce soir, il vous est proposé le projet de convention avec le conseil départemental ayant pour objectif l'attribution d'une aide aux collectivités gestionnaires de sites d'accueil pour les gens du voyage. Ce partenariat vise à soutenir les efforts déployés par notre communauté pour offrir des conditions d'accueil dignes et adéquates aux membres de la communauté des gens du voyage. Les actions entreprises par notre collectivité dans ce domaine sont essentielles pour favoriser l'inclusion sociale et l'accès à des services de qualité pour tous.
Cette aide se concrétise par la signature d'une convention avec le conseil départemental et la CAB. Cette dernière se décrit ainsi: 68,23 € par place de caravane et par mois, pour un total par an de 28 611 € par an. Une partie est versée à la signature d'un montant de 14 305,68 € et le solde en fin d'année. Les modalités de versement se déclinent ainsi: 50% du montant annuel est versé à la signature de la convention et, comme je vous l'ai présenté précédemment, le solde est versé en fin d'année. Afin d'en bénéficier, la CAB, au travers de son service Gens du Voyage, fournit un bilan intermédiaire avec les éléments suivants: droits d'usager recouvrés et dépenses de fonctionnement. La proposition qui vous est faite ce soir est d'adopter la convention et à autoriser le président à signer la dite convention en annexe. Merci Fatia. Y a-t-il des objections? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, il s'agit du contrat de ville avec un appel à projet et une attribution d'une subvention supplémentaire. Fatia. Merci. L'agglomération bergeracoise comprend 3 quartiers prioritaires situés sur la commune de Bergerac. Ces quartiers sont les suivants: quartier rive gauche, des deux rives, et pour finir, quartier nord. Cette année, à la suite de l'appel à projet contrat de ville lancé en fin 2022, le conseil communautaire a décidé de financer 35 projets pour un montant total de 52 950 €. Un de ces projets a été annulé, porté par question de culture, pour un montant de 1 500 €. Cette somme a été reversée à la CAB. Aujourd'hui, une enveloppe d'un montant égal est soumise au vote de la même somme à l'association Bergerac Fraternité. Cette action s'élève au total à 6 600 €, soutenue également par l'État. L'objectif de cette action est de promouvoir le principe de laïcité dans notre société actuelle. La proposition qui vous est faite est de proposer ce soir aux membres du conseil communautaire l'attribution de la subvention. Fatia, y a-t-il des questions ou des objections? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Le point suivant est un point très important et en plus on est étofflé ce soir, donc c'est encore plus fort de prendre cette décision. Vous savez que depuis quelques mois, même plus que quelques mois, la préoccupation concernant la désertification médicale est un gros sujet pour notre agglo et pour l'ensemble des maires. Et dès que nous sentons une situation se fragiliser, nous faisons le maximum pour essayer de l'étayer ou de l'accompagner ou de la renforcer ou d'inverser une tendance qui s'amorce. Et c'est le cas ce soir. Et Olivier va vous présenter cette délibération et peut-être on répondra à vos questions par la suite. Merci, Président. Dans le cadre de sa compétence pour la construction, l'entretien et la gestion des maisons de santé pluridisciplinaires, la communauté d'agglomération bergeracoise souhaite se porter acquéreur de la maison médicale située 962 rue Henri de Navarre au Flé, d'une superficie de 158 mètres carrés. En effet, le docteur Bernis sera dès le 1er janvier le seul praticien à exercer dans cette structure, qui peut accueillir 2 autres professionnels de santé. Afin d'enrichir l'offre médicale sur le territoire, la CAB se propose d'acquérir ce bien en vue de son extension et de la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle pluridisciplinaire approuvée par l'ARS. Dans le cadre de ce projet d'acquisition, le service des domaines a estimé ce bien en fourchette basse à 261 000 jusqu'à un montant de 300 000. Or, cette estimation porte sur une surface bâtie de 146 mètres carrés, inférieure de 12 mètres carrés à la surface réelle. Par ailleurs, l'estimation ne prend pas en compte le parking goudronné et le marquage situé à proximité. Aussi, il a été convenu d'un prix d'achat de cette maison médicale à hauteur de 320 000 €. Il est proposé à la charge de la communauté d'agglomération de désigner l'étude notariale de la Force, située 13 rue de la Libération, pour rédiger l'acte d'acquisition à intervenir. Donc, il vous est proposé ce soir d'autoriser le président à signer l'acte correspondant aux conditions ci-dessus énoncées, ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette affaire, et d'inscrire les crédits correspondants au budget.
Merci Olivier. Y a-t-il des interventions? Hélène, oui. Simplement, il faut savoir qui est le propriétaire actuellement de cette maison médicale. C'est le docteur Bernis. Voilà. Donc, juste 2 mots. Vous connaissez tous, je pense, la situation. C'était un cabinet médical où il y avait 4 praticiens et il se retrouve tout seul. Et donc, apporter cet immobilier tout seul, la situation est absolument intenable. Donc, c'est quelqu'un de très actif qui ne s'en laisse pas compter et qui a des relations très étroites avec l'Université de Bordeaux. Il a pris son bâton de pèlerin pour aller chercher des jeunes médecins en tutorat qui viendront d'ici 2 ou 3 ans. Il fallait absolument sécuriser sa situation d'abord et la possibilité donc de créer un point d'ancrage à la limite du département de la Gironde et la situation du pays foyen qui est aussi très délicate au niveau de la santé, pour justement créer un point d'attractivité supplémentaire par rapport à l'université de Bordeaux. Et pour nous, c'était crucial de ne pas perdre ce médecin et de l'accompagner justement dans la reconquête d'un cabinet plus complet, ce que je crois possible assez rapidement avec l'énergie de tous. Voilà, Hélène, j'espère avoir répondu à ta question. Y a-t-il d'autres interventions? Lionel, tu veux dire un mot? Je pense que tu as à peu près tout dit concernant le docteur Bernis. Oui, c'est un docteur qui, depuis son installation une vingtaine d'années, a toujours formé des internes, toujours en étroite relation donc avec la fac de Bordeaux. Et c'est vrai, comme tu le rappelles justement, il ne fallait pas du tout le laisser partir parce que c'est non seulement une chance de l'avoir pour notre commune, mais on parle toujours de territoire et non de commune. Et tout l'ouest bergeracois sera, à mon avis, servi par cet homme. Et il était important que la CAP se positionne dessus. Donc je vous remercie de l'avoir fait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un est contre ce projet d'acquisition? Quelqu'un s'abstient? C'est une belle unanimité pour un beau projet de consolidation de l'offre médicale sur notre territoire. Merci beaucoup. Le dossier numéro 17, toujours dans le cadre de la santé, c'est une exonération aussi pour accompagner une professionnelle. Oui, donc je présente ce point effectivement. Donc la communauté d'agglomération exerce dans le cadre de ses compétences facultatives celle de la santé, dont la gestion des maisons pluridisciplinaires sur le sud et l'est. L'objectif pour la CAB est d'offrir des conditions de travail attractives aux professionnels de santé afin de lutter contre la désertification médicale et améliorer l'offre de soins à ses habitants. La gestion du fonctionnement de l'équipement consiste à assurer une totale occupation des locaux par les professionnels de santé en leur assurant un loyer décent. En date du 21 juillet 2023, Alexandra Enoch, masseur kinésithérapeute à la MSP Bergerac-Est, a fait part de sa grossesse gémellaire. Elle sera dans l'obligation de cesser son activité à partir du 24 octobre 2023 jusqu'au 30 juin 2024, ce qui représente une perte de revenus importante. À ce jour, Alexandra Enoch supporte un loyer mensuel de 255,95 € hors charge. Afin de pallier ce manque à gagner, elle demande un abattement du loyer pour la période de son congé maternité. Afin de faciliter et de conserver ce professionnel, la CAB propose une exonération partielle du loyer mensuel de 50%, soit 127,97 € par mois pour la période de janvier à juin 2024. Les charges locatives du cabinet resteront couvertes par cette personne, Madame Enoch, pour respecter l'équité avec les autres professionnels de santé de la maison de santé pluriprofessionnelle. Donc, les membres du conseil communautaire sont invités à valider l'exonération partielle du loyer d'Alexandra Enoch, masseur kinésithérapeute à la MSP de Bergerac-Est, sur la période de 6 mois, janvier à juin 2024. Merci Olivier. Je crois que c'est un signal fort aussi qu'on envoie aux jeunes femmes médecins ou aux professionnels de santé qui voudraient venir sur notre territoire, qu'elles ne sont pas seules par rapport à leur parcours personnel dans le cadre de l'exercice de leur profession. Voilà, donc je crois que c'est peut-être un peu symbolique, mais ça permet de passer le cap d'une situation professionnelle un peu difficile. Y a-t-il des questions ou des interventions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité? Encore merci.
On va changer de sujet, on va parler de l'eau. On va parler du contrat de progrès territorial. Donc il s'agit, après être passé des pires sécheresses qu'on ait connues il y a 3 semaines, à un déluge plus de 250 mm en 15 jours. Donc on voit que quand même les choses passent du tout au tout très rapidement. Et ces questions de l'eau préoccupent notre collectivité depuis longtemps, depuis le début d'ailleurs, sur une multitude de facettes, sur l'eau potable bien sûr, mais les eaux usées, les eaux pluviales plus récemment, la GEMAPI, les inondations, un travail assez profond a été entrepris depuis 3 années. Et donc, c'est tout naturellement que nos relations se sont multipliées avec l'Agence de l'eau. Et au fur et à mesure de ces relations nourries et répétées, ils nous ont proposé de signer avec eux un contrat de progrès territorial. Vous avez pu le lire, je ne vais pas reprendre cette lecture. Il s'agit de gérer tous les aspects transversaux des questions liées à l'eau, donc avec une logique de grand cycle de l'eau qui se superpose à toutes les petites logiques de petits cycles de l'eau qu'on peut reconnaître à travers les exemples que je vous ai donnés. Et ce contrat, il est intéressant pour de multiples raisons, notamment pour nous permettre d'obtenir des financements bonifiés. Je peux vous donner quelques exemples si je retrouve mon papier. Il n'est pas loin, pour ne pas vous dire de bêtises. Eh bien non, j'en ai trop. Les montants par volet. Comment? Vous voulez les montants par volet? Non, c'était les montants des subventions qu'on pouvait bénéficier chaque année. Bon, pas grave, je vous les donnerai un peu plus tard. C'est plusieurs millions d'euros. Je crois que c'est 2 millions d'euros sur la période 2023-2024 pour l'eau potable et plusieurs centaines de milliers d'euros sur les autres sujets. Les taux de bonification passent de 10% pour l'assainissement à 30%. Donc c'est une bonification extrêmement importante. Et le fait de proposer la CAB à ce contrat nous a permis aussi d'être retenus laboratoire pour les questions de l'eau dans le cadre d'un appel à projet de l'agence pour la Nouvelle-Aquitaine, ce qui nous permet aussi de bénéficier d'un appui supplémentaire. Les autres bonifications que nous apporte la signature de ce contrat de progrès territorial se situent aussi dans l'animation, dans le financement des animations des questions de l'eau. C'est-à-dire que le coordonnateur du contrat, qui sera en l'occurrence notre collègue, notre ingénieur des questions de l'eau, M. Christophe Dufy, sera financé à hauteur de 70%. Et les postes inhérents à tout ce service de l'eau seront aussi financés. Alors Nicolas me fait passer les aides espérées. Donc on est à 559 000 euros, pardon. Pour le programme, le 11e programme 2023-2024, 560 000 euros. Sur l'assainissement, sur le même programme, un peu plus de 2 millions d'euros, comme je vous disais tout à l'heure, 2 41 000 euros, 750 euros, pardon, sur l'assainissement. Et sur l'eau potable, c'est presque 2 millions, c'est 1 891 000 euros, pour un montant total de 4 492 000 euros sur 2023-2024. Donc c'est quand même une très belle avancée et accompagnement de la part de l'agence sur toutes ces questions de l'eau. Donc ça valait bien une organisation particulière pour les solliciter. Avez-vous des questions sur ce contrat de progrès? Vous avez tout lu, vous avez tout compris, Hélène? Sur la question des pollutions domestiques, qui est le premier volet, là, le volet A où il y a le plus de subventions, c'est pollution domestique, c'est quoi, les rejets d'eau usée dans le milieu pluvial? Enfin, c'est... Il y avait déjà le changement des compteurs en plomb à Bergerac. Voilà, donc il y a toutes ces questions aussi de l'amélioration, de la performance. C'est la distinction et la séparation des eaux pluviales par rapport aux eaux usées. C'est un des gros sujets de ce volet assainissement. Donc en effet, toutes les questions qui sont déclinées dans les fiches actions que vous avez pu regarder.
D'autres questions, interventions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre la signature de ce contrat? Personne ne s'abstient. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va continuer par une convention entre la CAB et la commune de Saint-Nexent pour la gestion paysagère du site du lac qu'on appelle communément le lac de Fourcade au bord de la route départementale. Merci, Monsieur le Président. La commune de Saint-Nexent est propriétaire, comme vient de l'indiquer Monsieur Delmarès, du lac de Fourcade, sur lequel le service GEMAPI de la CAB installe un sentier d'interprétation. Cet outil pédagogique, composé de 20 panneaux, permettra de sensibiliser le grand public aux zones humides et aux milieux aquatiques. Ce sentier mettra en avant les bonnes pratiques de gestion mises en place par la commune, en particulier la gestion différenciée du plan d'eau, le bief du moulin, ainsi que le ruisseau de la Cône et les zones humides qui gravitent autour. La présente convention vise à engager la commune de Saint-Nexent et la CAB dans une démarche cohésive et durable de gestion sur le site du lac de Fourcade. Elle expose l'intérêt de ce partenariat et fixe les modalités d'intervention des deux parties. La convention, bien sûr, est en annexe. Donc la proposition est de demander à approuver la convention jointe en annexe et autoriser le président à signer la convention de partenariat avec la commune de Saint-Nexent. Dans la foulée, peut-être, je peux décliner la suivante, puisque c'est extrêmement lié. Je vous repasse le préambule, mais les interventions auprès des plus jeunes permettent de sensibiliser les futures générations d'adultes. Le service GEMAPI de la CAB organise donc un chantier école en partenariat avec le lycée agricole du Cluseau, en particulier la section nature, jardin, paysage et forêt. Ces travaux viseront la gestion sélective et manuelle des boisements rivulaires par 17 élèves de seconde. Ça représente plusieurs demi-journées au cours de l'hiver 2023-2024. Cette présente convention met en avant le caractère pédagogique du chantier école, ce qui légitime l'intervention à titre gratuit des scolaires, et elle fixe les responsabilités, bien sûr, de chacune des parties, notamment en cas d'accident. Alors, pour cette délibération aussi, on vous demande d'approuver la convention jointe en annexe et d'autoriser le président à signer la convention de partenariat avec le lycée du Cluseau. Y a-t-il des questions sur ces deux propositions de délibération qu'on va voter de manière distincte parce qu'en fait la convention ne s'adresse pas aux mêmes partenaires. Donc, non, voilà, la délibération 19, c'est le même sujet. Mais la ville et le Cluseau. Voilà. Sur la délibération, sur le point 19, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient, adopté à l'unanimité. Et pour la délibération pédagogique, on va l'appeler comme ça, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient, adopté à l'unanimité. On va pouvoir lancer ça sur Saint-Nexent, Jean-François. On va attendre qu'il fasse meilleur. C'est un projet qui se réalise effectivement à Saint-Nexent, mais il y a d'autres sites dans d'autres communes qui peuvent faire l'objet de ce même type de projet qui, évidemment, présente un intérêt notamment éducatif quant à l'environnement et à son respect. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Le point suivant, il s'agit toujours d'une convention, mais d'autoriser une intervention en domaine privé pour les eaux pluviales. De plus en plus, on va être amené à être confronté à ce type de situation, hein, surtout quand on a des épisodes comme ceux qu'on traverse en ce moment, de manière à pouvoir régler justement ou amortir des problématiques de ruissellement qui sont importantes. Il y en a, je ne citerai pas les communes, mais vous le savez, vous êtes concernés, donc on en a discuté récemment. C'est vrai que c'est pas sans conséquence d'avoir des pluviométrie comme on a eu ces jours-ci. Et donc là, cas d'espèce sur la commune de Creys. Christophe Gauthier, si tu veux nous rapporter ce dossier. Considérant que la communauté d'agglomération bergeracoise est titulaire de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, vu les dégâts occasionnés à l'habitation située 52 route de Combe-Subert à Creys, suite à ruissellement en terrain privé des eaux pluviales provenant de la voirie de la route des Grands Lacs,
La CAB envisage pour y remédier la réalisation de travaux de collecte, de canalisation et de régularisation des eaux pluviales entre la route des Grands Lacs et la route de Combes-Subert, sur la parcelle AI 291 appartenant à M. Michaud. Une servitude permettant l'entretien périodique de cette conduite sera établie au moyen d'un acte notarié. Dans le même temps, il est proposé de régulariser le passage existant de la conduite d'assainissement des eaux usées traversant la même propriété. Une servitude permettant également l'entretien périodique de cette conduite sera établie en parallèle. Donc, les membres du conseil communautaire sont invités à approuver la convention entre la CAB et M. Michaud pour la réalisation des travaux liés à la gestion des eaux pluviales. Autoriser le président à signer ladite convention, à effectuer les démarches et signer les documents nécessaires à l'établissement des dites conventions et servitudes. Merci Christophe. Y a-t-il des questions, des interventions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va reparler de la voie verte, Jean-Claude, avec des acquisitions qui nous permettent d'espérer avancer un petit peu sur ce dossier. Tout à fait, merci. Donc pour les 3 prochaines délibérations, nous sommes sur des acquisitions de bandes de terrain à Priorieux, au lieu dit Russell Est. Tout ça pour la V91. L'effondrement partiel du chemin rural nous oblige à l'achat de fonds de parcelles. La première acquisition porte sur une bande de terrain d'environ 701 m², extraite de la parcelle AN 38 petit p, appartenant à Madame et Monsieur Moreno. Le prix d'achat, soit 3,96 € du mètre-carré, a été proposé, pour un montant de 2775,96 € au total. Alors, vous serez peut-être surpris parce que d'habitude le prix est à 2,50 €. En fait, le prix d'achat est différent des autres acquisitions parce que le terrain est constructible et qu'il a été acheté par M. Moreno il n'y a pas très longtemps. Quand on fait l'écart entre le surplus et ce que nous aurait coûté le passage sur le terrain qui s'est effondré, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc nous sommes invités à décider de ces acquisitions, à désigner l'étude notariale de la force et à autoriser le président à signer les actes correspondants. Est-ce que je continue sur les 2 autres ou... On va le faire au fur et à mesure. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur cette parcelle? Comme l'a rappelé Jean-Claude, il ne s'agit pas d'une acquisition pour le tracé, il s'agit d'un accès en plus qui vient permettre d'accéder plus facilement, comme je viens de le dire, à la voie verte. Et puis, c'était du terrain qui avait été acquis récemment par les propriétaires à un prix, donc il était légitime de leur proposer le même prix. Voilà, donc c'est une précision importante. Et je crois que le bon choix a été fait par Jean-Claude et les gens qui s'occupent de ce dossier. Est-ce que quelqu'un est contre cette acquisition? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Les 3 autres, on pourra le faire ensemble. Jean-Claude, c'est le même prix. La deuxième acquisition porte sur une bande de terrain d'environ 33 m², extraite de la parcelle AN 10 petit p, appartenant à Madame Garguet. Le prix de 2,50 € du mètre carré était proposé pour un montant de 82,50 € au total. Nous sommes... Oui, on fera les 2 en même temps. Oui. Et la troisième acquisition porte sur une bande de terrain d'environ 94 m², extraite de la parcelle AN 37 petit p, appartenant au consort Borderie. Le prix de 2,50 € mètre carré a été proposé pour un montant de 235 € au total. La quatrième acquisition porte sur une bande de terrain d'environ 120 m², extraite de la parcelle AN 12 petit p, appartenant toujours au consort Borderie. Le prix de 2,50 € a été proposé pour un montant de 300 € au total. Nous sommes donc invités à décider de ces acquisitions, désigner l'étude notariale de la force et autoriser le président à signer les actes. Merci Jean-Claude. Y a-t-il des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Un mot concernant la voie verte. On peut le dire, deux propriétaires importants qui souhaitent pas vendre justement le foncier et qui nous bloquent un petit peu. Donc ça fait quand même un délai assez important de réflexion qu'on leur a laissé.
On va reprendre très rapidement langue avec eux. Il vous sera proposé, suivant le résultat de cette discussion, de passer à une autre étape, le cas échéant. On a discuté avec la SAFER récemment, on a discuté avec les représentants de l'État, parce que on jouxte quand même le DPF, donc il y a des endroits où une partie du foncier pourrait malgré tout être dans le domaine public fluvial. Vous savez que c'est très tendancieux de le déterminer. Et ce qu'on sait, par contre, par expérience maintenant, c'est que si le terrain n'est pas dans le DPF, il est néanmoins frappé de ce qu'on appelle la servitude de marchepied. Donc cette servitude de marchepied, elle génère aussi quand même une facilité normalement de discussion pour récupérer. Et comme maintenant, à force du travail qui a été effectué par Jean-Claude et les services, on a réussi à acquérir du foncier en amont et en aval de ces parcelles. Donc la continuité de la V91 se trouve du coup empêchée. Et donc là, ça peut justifier ce qu'on appelle un intérêt public et un intérêt à agir pour que le préfet puisse nous accompagner dans une procédure d'expropriation. Donc je crois que maintenant, si on veut que ce dossier, c'est pas quelque chose qu'on apprécie de faire, mais il faut se rendre à l'évidence devant une volonté d'obstruction ou de non-coopération, je ne sais pas comment on peut le dire. Je crois que avant la fin de l'année, je souhaite vraiment qu'on puisse relancer cette discussion et dès le début de l'année prochaine, prendre une décision par rapport à ce que nous devons faire pour cette voie verte. Il est légitime qu'on puisse poursuivre cette voie verte depuis Prégorieux jusqu'au Flé, parce que nos habitants le demandent et nos touristes ont besoin aussi d'avoir un itinéraire assez long pour pouvoir justement pratiquer le vélo jusqu'au Flé, voire un petit peu plus loin. Voilà, je voulais vous donner cette information parce que c'est important de ne pas rester statique sur ces dossiers qui sont évidemment bloqués du coup. Donc on se fera accompagner bien évidemment par les personnes compétentes. Daniel, on a tenté maintes et maintes fois avec des propositions, je crois, tout à fait respectables de leur acheter leur parcelle. Donc maintenant, il faut que ça cesse, il faut qu'on passe à une autre étape. Voilà, merci en tout cas pour ces acquisitions. On va parler des autorisations exceptionnelles d'ouverture, comme tous les ans. Jonathan, à toi la parole. Merci Frédéric. Effectivement, pour les autorisations exceptionnelles d'ouverture dominicale de magasins, lorsque le nombre de dimanches excède 5, la décision du maire est prise après l'avis conforme de notre organe délibérant. Et donc les mairies de Bergerac et de Creil sollicitent l'avis conforme du conseil communautaire ici ce soir pour les autorisations d'ouverture des magasins de l'année 2024, avec, comme l'an dernier, 12 dimanches proposés dans la branche de commerce de détail, les 14 et 21 janvier, 24 mars, 30 juin, 7 juillet, 4 août, 24 novembre, et puis pour le mois de décembre, les 1er, 8, 15, 22 et 29. Et puis pour la branche des concessionnaires automobiles, commerce de voitures, véhicules légers et motocycles, 5 dimanches également sont proposés en termes d'ouverture. Et donc il vous est proposé de donner un avis conforme sur cette demande commune des communes de Bergerac et de Creil. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Contre? S'abstient? Adopté à une large majorité. Et on va passer aux aides à l'investissement. Et Jonathan et Cyril vont se partager les dossiers. Bonsoir à tous. Je vais donc commencer par les aides à la ville de Bergerac, pour les commerces de la ville de Bergerac. Et monsieur le maire de Bergerac, vice-président en charge de l'économie, s'occupera de la partie des autres communes. Donc, nous avons 7 aides au niveau de la ville de Bergerac qui sont toutes basées sur le même article qui est l'article 5 du règlement d'intervention communautaire. Donc, en premier lieu, nous proposons d'attribuer une aide d'un montant de 2590 € à une aide à l'investissement à Madame Sophie Régnier, SARL Les Valeurs de Sophie, sur Bergerac, rue Neuve d'Argenson, les domaines qui montent. C'est une structure qui a une activité de cave à vin, épicerie fine et table d'hôte. C'est en face du tribunal de grande instance de Bergerac. Deuxième aide,
pour cette fois-ci un montant de 1 469 € au bénéfice de Madame Margot Laban, EURL aux Perles de Margot, commune de Bergerac, rue Sainte-Catherine. C'est une personne qui a ouvert récemment un commerce de crustacés en général. Troisième aide pour un montant de 1 680 €. C'est pour Madame Magali Condamina et Monsieur Sylvain Bess, SAS Café Olga, qui vient en lieu et place du café Le Rabolio, toujours à Bergerac. Quatrième aide, toujours rue Sainte-Catherine, pour Madame Rachel Christophe, pour la structure Rachel CWA Mercerie et Mode éco-responsable. Donc c'est la création d'une mercerie, donc avec reprise d'un local commercial. Donc ça concerne plutôt le centre-ville, et donc toujours sur le centre-ville d'ailleurs. Après, nous avons 3 commerces des halles du marché couvert. Donc en premier lieu avec la SARL Maton, Monsieur Christophe Maton, boulanger, pour lequel nous pourrions attribuer une aide de 1 732,41 € dans le cadre de travaux d'aménagement. Deuxième aide pour le marché couvert, Madame Fetra Cuadra, couleur de saison, qui est le primeur de la halle du marché couvert, où nous pourrions attribuer une aide de 1 620 €. Et enfin, la dernière aide, Madame Marie Reynaud, qui est la crémière de la halle, pareil, du marché couvert, pour lequel nous pourrions attribuer une aide de 3 345,44 €. Vous aviez tous les éléments, donc pas besoin d'être plus complet, je pense. Merci de votre attention. Merci Cyril pour les dossiers de Bergerac. Pour un petit mot sur la halle et l'accompagnement. C'était un engagement qu'on avait fait d'accompagner les commerçants de la halle, et je vous remercie à tous. Mais c'était surtout une réunion qui avait eu lieu avec le département, la région, l'agglomération et la ville d'accompagnement des commerçants. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas tous les commerçants qui vont intégrer la halle à l'intérieur de ces aides, puisque d'autres vont être aidés par d'autres collectivités territoriales. Mais tout a été fait au mieux pour les accompagner, avec l'ouverture de la halle prévue pour le mercredi 29 novembre, si je ne me trompe pas, Michael, et l'inauguration qui aura lieu le premier week-end de décembre, le samedi qui suit, le 2 décembre. Ensuite, sur les autres communes, sur la commune de Bossé d'abord, une aide à l'investissement pour Madame Cécile Lopez-Durand, qui a repris le Tamaris, café, bar, restaurant, pour des dépenses éligibles à hauteur de 11 000 €. Il vous est proposé de l'accompagner à hauteur de 20%, 2 285 €. On est toujours sur le même règlement d'intervention que les aides précédentes. On vous propose sur la commune de Creys d'aider Mesdames Jessica Sévélec et Ludivine Landé, pour qui ont créé un institut de beauté Un peu d'elle, qui est situé 66 avenue de la Roque à Creys. On est sur un montant d'investissement à 44 500 € et on vous propose une subvention de l'agglomération à hauteur de 2 500 €. Ensuite, sur la commune de Pomport, messieurs Yannick Duponteil et Frédéric Tutris, sur la SARL Bistrot du Clocher. Donc ils ont créé ce bar à vin, tapas, restaurant. Des dépenses éligibles à hauteur de 14 800 €. Il vous est proposé de les aider à hauteur de 20%, soit 2 960 €. On part sur la commune de Sigoulès et Flaujac, où Madame Joëlle Almodovar, Institut de beauté Fleur de Pau, a créé cet institut, 4 places du Foirail. L'investissement total, 6 939 €, une subvention CAB de recettes d'assiette éligible à hauteur de 1 387 €. Sur la commune de Saint-Laurent-des-Vignes, l'accompagnement d'investissement de Madame Maëva Sanchez, l'atelier beauté, qui avait des travaux d'investissement à 5 630 €. Il vous est proposé de l'accompagner à hauteur de 1 126 €. Elle a inauguré récemment, samedi. Monsieur le maire Jean-Claude Portelan était présent. Et puis la commune de Saint-Sauveur de Bergerac, avec la société Terre et Farine, Madame Camille Anne, qui a créé fin janvier une activité artisanale locale de boulangerie, en produisant du pain bio et de poterie, en réalisant des céramiques. On est sur des travaux d'aménagement à hauteur de 7 488 €. Il vous est proposé de l'accompagner à hauteur de 20%, soit 1 497 €. Voilà dans les différentes communes de l'agglomération de Bergerac. Merci, chers collègues. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va parler d'une subvention à l'association French Tech Périgord Vallée. Cyril, tu as la parole. Merci Président. Donc, il s'agit cette année d'attribuer donc une subvention
à l'association French Tech Périgord Vallée, à laquelle nous avons déjà attribué des subventions les années précédentes. Cette année, nous souhaitons passer cette subvention à un montant de 10 000 €. Contrairement aux années précédentes où nous étions à 20 000 €. Donc la French Tech Périgord Vallée est implantée à Périgueux, mais mène des actions dans le Bergeracois. Et donc, il y a eu sur cette année une vingtaine d'événements et rencontres qui ont été organisés avec des ateliers et webinaires. Et il y a notamment pour thème les réseaux sociaux, les levées de fonds, les startups industrielles, les pitchs, la cybersécurité. Pour 2023, les axes retenus dans le cadre du budget de cette structure sont favoriser la création d'emplois sur le territoire et l'inclusion, favoriser le développement des entreprises technologiques et innovantes, encourager la tech for good pour que la technologie soit au service de l'impact sociétal de l'innovation et de sa capacité à être au service de l'homme. Nous ne sommes pas la seule collectivité qui adhère à cette structure, puisque le conseil départemental, le Grand Périgueux, mais également le SDE, le syndicat mixte Périgord numérique, sont également partenaires de cette structure. Les membres du conseil communautaire seront donc invités à valider le montant de l'adhésion de la CAB à hauteur de 10 000 € pour 2023 et à autoriser le président à signer les documents se rapportant à cette opération. Merci. Merci Cyril. Y a-t-il des interventions? Oui, Julie. Est-ce qu'on a des retours de la création d'emplois sur le territoire ou pas du tout? Je vais laisser Cyril te répondre. Alors, on a quelques retours, effectivement. Aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement d'aider les entreprises innovantes à s'installer. Mais alors, c'est pas forcément que des nouvelles entreprises. Ce sont aussi des entreprises qui existent déjà et qui peuvent innover, parce que l'innovation n'appartient pas qu'aux nouveaux, entre guillemets. Ça fonctionne aussi pour celles qui sont déjà là. Et donc, alors il y a un mélange. Aujourd'hui, on était jusqu'à il y a quelques mois sur une activité économique plutôt performante. Donc du coup, on a pas mal de projets effectivement qui sont sortis, et notamment un qui va venir s'installer. On a parlé tout à l'heure de la mercerie rue Sainte-Catherine. On a aidé cette mercerie et on a un projet de 2 jeunes filles qui viennent s'installer et qui vont justement utiliser des actions innovantes pour pouvoir créer leur propre collection. Donc effectivement, on n'a pas de chiffres. Je suis incapable de donner un chiffre de 10, 15, 20, 30 ou 50 personnes qui aient été recrutées, mais on participe effectivement avec les autres collectivités à favoriser l'accueil et l'innovation d'entreprises innovantes. Merci Cyril. Y a-t-il d'autres interventions? Oui. Il y a une entreprise bergeracoise qui s'appelle Runs. Vous avez tout ça sur votre téléphone portable, vous pouvez le télécharger. C'est Runs Eder. C'est 2 bergeracois qui ont créé cette application et qui sont en train de la vendre dans le monde entier maintenant, qui font des appels de fonds sur toute la France, et voire marathon de Paris, marathon de New York. Et c'est Michael Esté, et je ne me rappelle plus le deuxième. C'est 2 bergeracois et qui ont été promus aussi par French Tech, qui nous avait déjà présenté cette application. Et si vous voulez un jour qu'ils viennent expliquer leur travail avec les nouvelles technologies, et ils créent de l'emploi maintenant. Très bien, merci. D'autres interventions? Je vous rappelle que c'était 20 000 € l'année dernière, donc on a baissé un petit peu notre participation, voilà, de manière significative. On est dans une logique aussi d'un projet de fonctionnement départemental, c'est-à-dire que il n'y a pas que le Bergeracois. Alors un coup c'est Bergerac, un coup c'est un peu l'ensemble du département. Donc on est dans cette logique collective aussi qui nous amène à rester présent dans ce projet. Bon, je pense qu'on peut difficilement s'en retirer complètement, ou en tout cas pas pour l'instant, sachant que les autres partenaires s'interrogent aussi. On voit que c'est quelque chose qui dans une période qui s'annonce un peu plus difficile économiquement, on sera amené à y réfléchir à nouveau. Voilà, je pense avoir été complet. Est-ce que quelqu'un est contre cette attribution de subvention? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci beaucoup. On va rester sur le domaine de l'économie. Vous dire avec grande satisfaction que la CAB a été retenue dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle Territoire d'industrie. On a été retenu avec la communauté d'agglomération de Périgueux. Donc je crois que la remise aura lieu le 9.
Voilà. À Chalon-sur-Saône, je crois qu'on ne sera pas présent. Je crois que nos amis du Grand Périgueux seront présents. Il y aura des entreprises bergeracoises. Voilà, donc ça, c'est quand même intéressant parce que la porte était relativement fermée, puisque c'est quelque chose qui est assez ancien et dont bénéficiaient déjà certains territoires, notamment Sarlat, et qui s'est d'ailleurs associé avec Brive pour être reconduit à nouveau. Et en fait, ça nous permettra d'avoir des financements pour de l'animation de territoires sur des accompagnants au niveau économique, du type un peu de ce qu'on avait précédemment. Rappelez-moi son nom. Guillaume Malbert, voilà, excusez-moi d'avoir mangé momentanément son nom. On a un tissu remarquable d'entreprises industrielles sur les Bergeracois, au sens large, le Bergeracois, puisque c'est dans le cadre de la délégation et de notre collaboration avec les 4 PCI que nous avons été retenus, puisque vous avez des entreprises quand même assez emblématiques comme Polyrave, Munskio, la papeterie Bernard Dumas, etc., etc. Il y en a un peu partout sur le territoire, et c'est vrai qu'on a porté quand même haut et fort, grâce au service et le travail de Philippe et de Dominique Méry, cette candidature, et on a pu, grâce à notre collaboration avec le Grand Périgueux, être retenu, et je crois que c'est une excellente nouvelle. Dans la continuité de cette collaboration, la concrétisation de quelque chose dont on parle depuis longtemps, c'est l'ouverture d'un guichet unique à la Chambre de commerce, un guichet unique qui permettra une seule porte d'entrée pour les entreprises qui auront besoin des renseignements au niveau de l'urbanisme, au niveau de la Chambre des métiers, au niveau de la Chambre de commerce, au niveau de la CAB, au niveau de tous les acteurs, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture. On espère y faire venir d'autres services, parce que l'idée, c'est de justement simplifier l'accès à l'information et à tous les dispositifs pour les chefs d'entreprise. Et c'est un outil qui nous permettra, je crois aussi, de pouvoir accompagner des mobilités professionnelles sur notre territoire, parce que à travers ce travail en réseau, ça nous permettra de trouver du travail pour les conjoints, que ce soit dans le domaine médical, mais aussi dans le domaine de l'entreprise, pour faire venir des compétences sur le Bergeracois. Et je crois que c'est une excellente nouvelle. Il ne vous aura pas échappé tout à l'heure qu'on a recruté une jeune fille pour travailler dans ce guichet unique dans le cadre du tableau des effectifs, qui s'appelle Marie Fossé, qui vient de Porte-Sud, qui est une jeune femme dynamique qui sera pilotée par Philippe et le service. Ça vient donner un coup de boost, à n'en pas douter, à ce dossier important qu'est l'économie sur le territoire, et qui sera en plus complété par le recrutement de cet animateur dans le cadre du projet Territoire d'industrie. Donc un grand pas a été fait à travers ces dernières semaines pour la concrétisation d'une vraie entité au bénéfice des entreprises du territoire. Voilà, je crois avoir été à peu près complet. Si Cyril, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, effectivement, merci Président. Oui, effectivement, ce guichet unique, tout comme le fait qu'on soit retenu dans le cadre du projet Territoire d'industrie, va permettre effectivement d'abord de travailler sur l'ensemble, pas que sur le territoire de la CAB, on parle sur quelque chose de plus vaste, puisque le guichet unique qui concerne les 4 PCI au sens grand bergeracois, ça va permettre effectivement aux entreprises d'arriver dans un endroit très précis, et de là de pouvoir avoir l'ensemble des informations nécessaires à leur création ou à leur développement. Que ce soit effectivement les services classiques de la CAB, mais également d'autres structures, puisque tu as cité la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture ou la CCI, qui sont effectivement associés au projet. Donc ça montre la volonté de notre territoire d'accueillir et de favoriser le développement économique, et je pense qu'on va en avoir besoin dans ces prochains mois, puisque on va avoir un sérieux revers que certains certains avaient vu arriver depuis quelque temps, mais effectivement les prochains mois, voire les prochains trimestres vont être extrêmement compliqués économiquement parlant. Et donc, il va falloir effectivement essayer de tirer notre épingle du jeu, et ce projet peut permettre en partie de le faire. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour accueillir de manière le plus facile possible les entreprises qui voudront venir créer de l'emploi sur le Bergeracois. Merci Cyril. D'autres interventions ? Il n'y en a pas, des questions ?
Écoutez, est-ce que quelqu'un est contre la création de ce guichet unique? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va parler de l'acquisition de parcelles pour la réalisation du centre événementiel à Bergerac. C'est Daniel Rabat qui nous présente. D'accord. Merci. Merci, Président. Donc, vous savez que la CAB va réaliser le centre événementiel. Vous savez que c'est au lieu et place de l'ancienne salle Anatole France, qui n'existe d'ailleurs plus, si vous êtes passé là-bas en face du stade de rugby Gaston-Simounet. Et donc, il s'agit de réaliser maintenant l'acquisition de l'assiette des 12 000 mètres carrés qui vont supporter le prochain centre événementiel avec toutes les parkings autour, etc. Et donc de racheter à la commune de Bergerac, qui a déjà délibéré au mois de juillet la cession à 1 euro symbolique, donc à la CAB. D'autant plus que la CAB a obtenu, là, au mois d'octobre, le permis de construire du centre événementiel. Donc il faut quand même que l'on passe à l'acquisition en bonne et due forme maintenant de ces parcelles. Voilà. Donc c'est ce qui vous est proposé ici. On vous rappelle, alors je dirai un petit mot tout à l'heure, parce que certains, à juste titre d'ailleurs, se sont inquiétés sur des problèmes de cession à 1 euro symbolique. Ils avaient raison, je vais vous dire quelques petits trucs tout à l'heure. Donc, et donc, ce que vous avez à faire, c'est donc il vous est proposé de réaliser cette acquisition à la ville de Bergerac pour 1 euro symbolique, ce qui est donc tout à fait possible, et de permettre de désigner donc l'office notarial 34 boulevard Victor Hugo. Il faut donc donner des pouvoirs au président d'Elmarès de signer toutes ces acquisitions. En ce qui concerne l'acquisition à 1 euro symbolique, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dès l'instant où il y a une contrepartie. Il n'y a pas de problème en plus entre les collectivités. Là où il y a eu des problèmes par le passé, c'est lorsqu'il y avait une collectivité qui cédait dans des conditions très avantageuses à des sociétés ou des entreprises privées des biens ou des terrains. C'est ça qui a posé problème et qui a fait penser à certains que les cessions à 1 euro symbolique n'existaient pas. Si. Les cessions à 1 euro symbolique sont tout à fait possibles dès l'instant où il y a une contrepartie en argent ou un intérêt général. Et là, dans l'exemple, c'est quand même l'intérêt général, puisque ce centre événementiel servira à tout le monde pour accueillir beaucoup de choses. Voilà. Donc, il vous est demandé de prendre cette délibération. Merci. Merci, cher maître, de cette explication. Y a-t-il des interventions, des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité, donc. Abstention? Abstention, c'est l'unanimité. Contre ou abstention? Donc, c'est bien l'unanimité. Le point numéro 30, il s'agit de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'alimentation d'eau potable 2022. Jean-Louis, tu as la parole. Oui, merci Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour terminer cette soirée, voilà, je viens vous rapporter le rapport annuel sur le prix et la qualité de service public d'alimentation en eau potable. Et ce rapport concerne le territoire de l'ex-SIDEL, à savoir les communes de La Force, Prigorieux, Saint-Pierre-d'Ayrault, Fraisse, Saint-Georges-de-Blancanet et Bossé. Donc un exemplaire de ce rapport vous a été transmis en même temps que les autres pièces. Je vais vous faire grâce d'une lecture détaillée et voilà, je laisse la place aux éventuels commentaires s'il y en a. Donc, y a-t-il des commentaires? Il n'y en a pas. De toute façon, il s'agit simplement de prendre acte de la présentation de ce rapport. Hein. Oui. D'ailleurs, il est écrit dans la libération, c'est de l'adopter. Je crois que c'est pas de l'adopter, c'est de prendre acte. Prendre acte. Voilà. Prendre acte. Tu as raison. Donc, nous prenons acte. Donc, la libération de 30 et 31. Oui, alors. Oui, alors la 31, c'est celle concernant le prix et la qualité des services du public d'alimentation et d'assainissement collectif. Donc voilà, c'est le même sujet, mais sur l'assainissement collectif. Donc voilà, vous l'avez pu le parcourir. Il est un peu plus étoffé que celui de l'eau, mais voilà. Merci Jean-Louis. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de clôturer cette séance. Hélène, tu demandes la parole. Oui, pardon. J'avais une question sur les décisions.
Oui. Il y en a une qui fait référence aux tarifs pour les comités d'entreprise au niveau du centre culturel. On avait été destinataire au mois de septembre en fait du CE de John Bost en fait. Je voulais savoir si cette décision était en rapport avec ce courrier et ce qu'il en était. Voilà. Oui, qui nous avait écrit. Pour le CE de l'ordre. Hilaire, oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait donné comme réponse. Les tarifs, oui, c'est ça. Oui. Monsieur Laporte. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, effectivement, il y avait un tarif qui était prévu au centre culturel pour les comités d'entreprise. Mais on s'est renseigné et on s'est rendu compte qu'en fait, si un tarif comme ça pour les CE sans contrepartie, c'est une aide à un établissement privé. Et ce n'est pas possible. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une convention avec la Fondation John Bost et on mettra en place des tarifs préférentiels, comme on continuera, mais il faudra qu'il y ait, que ce soit mis par écrit, par exemple, un certain volume d'achetés, etc. Mais on ne peut pas prévoir comme ça un tarif préférentiel, parce que ce serait discriminatoire. On a consulté des avocats qui nous ont dit que ces tarifs-là, il fallait à minima une convention pour qu'il y ait une contrepartie. Sinon, quelque part, ça veut dire que c'est la CAB qui subventionnerait la politique sociale d'une association privée ou d'une entreprise, ce qui, vous comprenez bien, n'est pas possible. Ça n'aura pas échappé que vous avez une invitation pour découvrir la fresque de la réutilisation des eaux usées pour samedi 18 novembre à 10h30 à Bergerac à la station d'épuration. Voilà, c'est toujours une belle réalisation. Donc à venir voir en présence de monsieur le sous-préfet et de monsieur le maire de Sigoulès, Jean-Louis Dessalles. Écoutez, je vous propose de lever la séance. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Vas-y. 1, 2. Je vous propose de rester un petit peu pour boire le verre de l'amitié et vous restaurer auprès du buffet qui sera servi par l'équipe du restaurant municipal avec les produits de la légumerie, bien entendu. Merci, Lionel.